Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler euh, de la proctologie. Alors, la proctologie, chers collègues, c'est une partie de la gastro-entérologie qui étudie l'anus et les rectums. Le canal anal est la partie digestive qui traverse le périnée postérieur. Il y a les deux parties du canal anal sont séparées par ce qu'on appelle la ligne pectinée. L'anus et le rectum, chers collègues, constituent en fait une unité physiologique permettant une bonne continence et une évacuation maîtrisée de selles. Pour ce qui concerne l'examen proctologique, donc une fois que le médecin aura fait son anamnèse, aura posé des questions, il va falloir poursuivre son examen clinique euh, en demandant au patient de monter sur la table, de prendre la position génipectorale. Ceci lui permettra de bien examiner la marge anale. Il va procéder par l'inspection au niveau de l'anus, à la recherche des lésions anales où il y a d'un écoulement, où il y a anormal, ou s'il n'y a pas présence d'une fissure. Et puis il va compléter son examen en faisant un toucher rectal qui va lui permettre d'avoir des informations nécessaires concernant l'ampoule rectale, sur le sphincter, l'appareil sphinctérien, sur la prostate, sa consistance, le caractère douloureux ou pas. Et puis enfin, il va faire usage à une exploration expérimentale avec la nusoscopie qui permettra de pouvoir bien apprécier ou bien explorer le canal anal. Pour ce qui concerne la pathologie hémorroïdaire, qu'est-ce qu'on retient, chers collègues? Les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales, artérielles, veineuses, qui sont présentes chez tous les individus. On parle donc de la pathologie hémorroïdaire qui est lorsque les hémorroïdes sont symptomatiques. On parle des hémorroïdes externes, euh, sont des hémorroïdes qui sont localisées sous la ligne pectinée, alors que les hémorroïdes internes sont pectinéales, donc qui sont localisées au niveau du canal anal. Alors, le rôle physiologique des hémorroïdes est mal compris. Elle régulerait la continence fine en assurant une partie de la pression anale au repos. Pour ce qui concerne la physiopathologie de la pathologie hémorroïdaire, elle diffère probablement selon les symptômes. Il y a deux théories qui sont décrites, lesquelles sont classiques et complémentaires. On a notamment la théorie vasculaire. Là, les scientifiques évoquent tout ce qui sont liés à la stase veineuse qui augmente la pression intra-abdominale, notamment lors de la défécation ou lors de l'accouchement. La deuxième théorie, c'est la théorie mécanique. Là, on voit beaucoup plus un problème au niveau du tissu de soutien. C'est-à-dire qu'il y a une laxicité au niveau du tissu de soutien. Alors, la pathologie hémorroïdaire est fréquente car on estime jusqu'à 80% de la population générale euh, serait concernée du moins une fois dans la vie. Tous les âges sont concernés ainsi que les deux sexes semblent être concernés. Sur le plan de facteurs étiologiques, il y en a peu qui sont identifiés. Euh, on évoque la période de la vie génitale, en particulier chez la femme lors du troisième trimestre de la grossesse. Aussi, le postpartum sont les fenêtres à risque. Et à cela, on ajoute encore le trouble de transit qui semble être également jouer un rôle important dans la survenue de la pathologie hémorroïdaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les hémorroïdes externes? La seule complication est la thrombose.
laquelle peut être diffuse ou localisée, plus ou moins édémateuse, le symptôme principal est la douleur anale aiguë d'intensité variable, non rythmée par la défécation. Souvent, le patient perçoit l'existence d'une boule au niveau anal et l'examen clinique portologique est nécessaire et suffisant pour le diagnostic qui va montrer la présence d'une tuméfaction ferme, bleutée, euh, douloureuse à la palpation. Les touchés rectales et la nisoscopie ne sont pas nécessaires s'il n'existe pas, euh, s'il n'existe aucun doute diagnostique. Il y a trois évolutions qui sont décrites par rapport aux hémorroïdes externes. Soit il y a la guérison, soit il y a une ouverture à la peau qui s'est traduite par un saignement, ou soit par la formation de ce qu'on appelle le marisque. La thrombose hémorroïdaire, chers collègues, est une urgence antalgique euh, du point de vue prise en charge et dans la majorité des cas médicale et conservatrice. On va faire appel au traitement antalgique, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, à la régulation en fait, du transit, la nécessité d'un geste local, genre incision et excision, est à discuter au cas par cas. Qu'est-ce qu'on va retenir concernant les hémorroïdes internes? Euh, Là, il y a deux manifestations qui sont fréquentes, notamment le prolapsus, qu'on appelle la procidence, le saignement, et puis à côté de cela, il y a encore deux autres complications qui sont beaucoup plus rares, à savoir la thrombose hémorroïdaire interne et la crise frictionnaire. Pour ce qui concerne le prolapsus hémorroïdaire interne, euh, le prolapsus correspond à une extériorisation des hémorroïdes internes par l'orifice anal. Il peut intéresser un seul paquet hémorroïdaire ou trois paquets. Se manifeste par une sensation d'extériorisation anale, sensation d'une boule sortante, préférentiellement lors de la défécation. Le saignement sont contemporains à la défécation et ils sont rouges vifs et coulant goutte à goutte. Les hémorroïdes internes, chers collègues, sont classifiés en plus ou moins en quatre groupes ou en quatre stades. Le groupe ou le grade 1, ce sont des hémorroïdes internes qui sont non prolabées, mais qui sont congestives et, euh, hémorragiques. Le grade 2 ou le stade 2, ce sont des hémorroïdes internes qui sont prolabées, mais qui se réintègrent spontanément dans le canal anal. En ce qui concerne le stade 3, ce sont les hémorroïdes internes qui sont prolabées et nécessitant une manœuvre digitale par le patient pour réintégrer dans le canal anal. Mais par contre, pour le grade 4, le stade 4, les hémorroïdes internes sont prolabées et non réintégrables même au doigt. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à la prise en charge? La prise en charge, chers collègues, dépend en fait de la gêne ressentie par le patient et de l'importance anatomique des lésions. S'il n'existe pas de gêne, aucun traitement n'est indispensable. Mais par conséquent, si le patient décrit le gène, en ces moments-là, le traitement sera dicté par le grade décrit précédemment. Si par exemple l'individu présente est entre le grade 2 ou le grade 1 et le grade 2,
On privilégie généralement des mesures conservatrices qui sont des règles hygiéno-diététiques euh, qui sont associées aux règles euh, qui sont associées à un traitement médical pour réguler le transit et limiter le symptôme. Mais si l'individu est au stade 2, 3, dans ce cas, ou en cas d'échec, euh, on préconise un traitement médical conservateur. On peut proposer aux patients un traitement instrumental euh, dominé actuellement par la photocoagulation avec un infrarouge ou faire des ligatures élastiques. Le stade 4 ou la grade 4 ou en cas d'échec euh, d'un traitement initié au niveau du stade 3, on peut faire appel à la chirurgie, notamment faire de ce qu'on appelle l'hémorroïdectomie radicale ou faire les ligatures au niveau des artères hémorroïdaires euh, sous contrôle échographique. Donc, en gros, si vous devez retenir quelque chose, donc pour le traitement, on préconise des mesures hygiéno-diététiques, éviter tout ce qui a épices, alcool, machin, truc, des stations debout prolongées, régulariser le transit par les laxatifs, utiliser des médicaments phlébotoniques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de douleur, utiliser des topiques hémorroïdaires en pommade ou en suppôt, on utilise des vénotoniques, genre Daflon, le traitement chirurgical, lorsque le traitement médical n'arrive pas à résoudre le problème de patient, on peut recourir au traitement chirurgical. Puis voilà. Je vous dis merci. À bientôt.